Donc bonjour à tous, bienvenue sur cette seconde visio flash qui a pour sujet les tiers-lieux et les collectivités. On va vous présenter différents panoramas d'expérience, différents cas de figure de collectivités, clés de réussite, acteurs pour vous accompagner. Et donc on est ensemble là pendant une trentaine de minutes. Tout d'abord, quelques éléments de définition sur ce qu'est un tiers-lieu, sachant que c'est un terme qui n'est pas facile à définir puisque ça peut représenter divers lieux qui peuvent être assez hybrides. J'ai repris là une définition issue d'un guide fait par Famille Rurale qui présente ça comme étant un lieu de rencontre, de partage, qui peut être ouvert et fédérateur pour le territoire et dans lequel tous les habitants, une grande majorité des habitants et acteurs du territoire peuvent agir, construire, travailler, s'exprimer. En milieu rural, c'est souvent des lieux hybrides où il va se passer différentes choses, où il peut y avoir différents usages. Et donc, on va voir ça ensemble, voilà, à travers les différents retours d'expérience que je vais vous présenter par la suite. Voilà, ce sont des lieux qui peuvent vraiment prendre différentes formes, mais les points importants qu'il faut retenir, voilà, c'est que c'est vraiment des lieux de vecteurs de lien social où on peut agir et de rencontres et de partage. Donc je vais dans un premier temps vous présenter les principaux cas de figure qu'on a pu observer au sein du réseau Bruded. Ensuite, différentes étapes et de facteurs de réussite dans la mise en place de tiers-lieux. Et enfin, une diapo sur les acteurs pour vous accompagner. Heu, Au sein du réseau, on a observé 3 principaux cas de figure. Le premier, donc ça peut être des projets qui sont à la fois portés puis gérés derrière par la collectivité. Un second où on a un projet qui peut être impulsé par la collectivité et derrière, l'objectif que la gestion soit confiée à une autre structure. On verra quel type de structure. Et enfin, une collectivité qui peut être sollicitée par des porteurs de projets et qui va soutenir du coup, la mise en œuvre d'un tiers-lieu, mais l'initiative n'est pas forcément de la commune, c'est en réponse à une sollicitation. Sur le premier cas de figure, donc un projet porté puis géré par la collectivité, dans cette catégorie, on va retrouver, les projets dits de bibliothèque ou de médiathèque tiers-lieu. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Là, je vais illustrer par, un exemple, donc celui de la commune de Bouvron, en Loire-Atlantique, commune d'un peu plus de 3000 habitants, qui faisait le constat que sa bibliothèque était en baisse d'activité. La commune décide de faire appel à un bureau d'études, pour, réaliser un diagnostic et des ateliers participatifs avec les habitants, pour essayer de voir comment est-ce qu'ils pourraient, dynamiser ce lieu, créer d'autres usages, faire évoluer les services proposés. Et derrière, la commune, recrute, donc fait toute cette étude et recrute un animateur, pour animer cette bibliothèque tiers-lieu. Et donc, on a aujourd'hui un projet, voilà, qui fait pas juste du prêt de documents, mais qui va vraiment, proposer tout un certain nombre d'activités, d'usages, en lien avec la population et des activités qui peuvent elles-mêmes être proposées par les habitants. Des projets comme ça, on en a plusieurs au sein du réseau, donc là, je vous ai mis des liens vers d'autres exemples. Saint-Aubin-du-Pavail, donc où il y a une médiathèque tiers-lieu. Saint-Aubin-du-Pavail, c'est une petite commune de 700 et quelques habitants qui a maintenant fusionné, donc commune nouvelle de Château-Giron, mais leur projet de médiathèque tiers-lieu a fonctionné, voilà, fonctionne avant la commune nouvelle. De même, appelé l'Intrigue à vous, donc dans les Côtes-d'Armor, à Guiscrive dans le Morbihan. Voilà, vous en retrouvez sur notre site internet. On a un certain nombre comme ça de projets de bibliothèques ou médiathèques tiers-lieux. Dans ces projets qui sont portés puis gérés par la collectivité, on va aussi retrouver tout ce qui est espace de travail partagé ou espace de coworking. Là, je vous ai mis un exemple assez simple, entre guillemets, de la commune de Cléguérec en Centre-Bretagne. La commune avait un cabinet infirmier vide puisqu'elle avait créé une maison de santé où le cabinet infirmier les infirmiers avaient migré. Donc elle se retrouvait avec un local de 40 mètres carrés
Et du coup, elle a décidé d'y créer un espace de travail partagé en proposant 3 postes disponibles à la location de longue durée. Ils ont diffusé sur Le Bon Coin, sur les réseaux sociaux pour dire qu'ils proposaient des espaces de travail partagés. Et du coup, bah, ça a pris assez vite. Et donc, ils ont comme ça maintenant un espace de coworking qui fonctionne bien, avec un suivi de la part des élus et des points à minima annuels pour voir, être à l'écoute des porteurs de projets et faire en sorte que tout ça fonctionne bien. Autre exemple sur ces espaces de coworking au travail partagé, sur la commune de Mélé, un peu plus de 600 habitants au nord de l'île-et-Vilaine. Donc là, un espace de travail partagé qui est adossé à une médiathèque, donc qui est également en fonctionnement. Sur la commune d'Évran, dans les Côtes-d'Armor, la commune a profité de la rénovation de la mairie, notamment de sa toiture, pour réaménager les combles et proposer également un espace de travail partagé dans la mairie. Et ce sont aussi des projets qui peuvent se faire à l'échelle de la communauté de communes, donc de l'EPCI. Ouais. Donc, je Ah, vous ai voilà. mis le lien vers Rechauffer Communauté, le projet de la canopée, où il y a à la fois espace de coworking, mais aussi des animations, du soutien des porteurs de projets. Il me semble qu'il y a une partie Fab Lab. Donc voilà, des projets qui peuvent avancer comme ça. Le second cas de figure, où on est sur des projets qui sont impulsés par la collectivité et derrière avec l'objectif de déléguer la gestion à une autre structure. Donc là, je vais l'illustrer par différents retours d'expérience. Le premier, celui de Saint-Sulpice-la-Forêt, une commune de près de 1600 habitants. On est dans Rennes Métropole, mais plutôt deuxième couronne. Là, il y avait un commerce qui a connu une succession de reprises jusqu'en 2015, donc avec des entrepreneurs qui finissaient par fermer, par déposer le bilan. En 2015, la mairie décide de lancer un appel à projet encadrant un peu les usages qu'elle imaginait dans ce lieu. Et donc un appel à projet pour un projet qui faisait à la fois bar, épicerie, restaurant et avec une dimension café culturel, animation. Donc là, elle reçoit plusieurs réponses, à la fois des réponses d'entrepreneurs classiques, mais aussi l'une des réponses d'un projet sous statut associatif. Et qui insistait notamment sur ce volet animation culturelle et action associative. Elle décide de retenir ce dernier porteur de projet, donc l'association Le Guibra. Et donc, c'est un projet qui a maintenant plus de 10 ans, qui fonctionne, et avec le soutien de la commune vraiment sur la durée, avec des points réguliers pour voir comment accompagner l'association dans la tenue de ce lieu-là. Autre exemple, sur la commune de Gauvin, donc toujours en Ille-et-Vilaine. Là, la commune avait un ancien presbytère qu'elle souhaitait rénover pour en faire un tiers-lieu, un lieu de vie central et convivial pour les habitants. Elle décide de faire appel cette fois-ci à un cabinet d'architectes pour définir les usages et animer des ateliers de co-construction avec la population. Donc, il y a 12 ateliers qui ont été organisés donc, par ce cabinet d'architectes. Et donc qui ont comme ça pu impliquer les habitants. Des habitants qui sont revenus plusieurs fois aux ateliers et qui derrière ont décidé de créer une association, puisque du coup dans les usages qui sont ressortis de cette démarche participative, il y avait l'idée de faire un bar associatif et épicerie au rez-de-chaussée et un espace plutôt pour les jeunes à l'étage du presbytère. Et donc, finalement, l'association un peu de préfiguration est née au fur et à mesure des ateliers de co-construction qui ont été organisés avec le cabinet d'architectes. Autre exemple, sur la commune de Saint-Armel. Donc là, donc une nouvelle équipe municipale élue en 2020, qui avait du coup cet objectif de créer un tiers-lieu. Elle crée un groupe de travail dédié dès 2021, donc groupe de travail avec des élus, mais aussi majoritairement composé d'habitants. Donc voilà, pour réfléchir aux usages et à ce que pourrait devenir être ce lieu.
Donc, au cours de ce groupe de travail, il y a une tendance qui se dégage autour d'un lieu où on pourrait faire du bricolage, des activités manuelles, culturelles, conviviales. Donc, les habitants motivés ont créé une association collégiale qui a commencé à mener des activités dans différents lieux existants de la commune, puisque au lancement, la commune n'avait pas de lieu physique de bâtiment pour accueillir le projet. Donc, ils ont fait ce qu'ils ont appelé un tiers-lieu itinérant, qui a testé, du coup, comme ça, un certain nombre d'activités dans différents lieux de la commune. Et derrière, voyant que ça prenait, la commune a fait l'acquisition d'un lieu et qui aujourd'hui est en cours de rénovation pour accueillir, du coup, le futur tiers-lieu dans un bâtiment pérenne. Autre exemple, cette fois-ci, on est sur la commune de Landmodé, donc un peu plus de 400 habitants, donc toute petite commune. On est en bord de mer, donc une commune qui, en période estivale, voit son nombre d'habitants grossir, évidemment. Donc là, pareil, un bar-épicerie qui a fermé en 2019. Donc la nouvelle équipe, en 2020, décide de créer un conseil consultatif qui est composé à la fois d'élus et d'habitants et dont l'objectif, c'était de réaliser une enquête auprès des habitants pour connaître à la fois leurs souhaits, leurs attentes et recueillir les informations utiles pour que derrière, les élus puissent prendre une décision de qu'est-ce qu'on fait de ce bâtiment et comment est-ce qu'on pérennise ou non ce commerce. La maire de Landmodé nous expliquait que quelque part ce conseil consultatif avait vraiment produit un rapport assez conséquent où ils étaient allés assez loin sur voilà, le futur mode de gestion, la gouvernance et la forme que pourrait prendre ce lieu. Et donc, il en est ressorti la création d'un bar-épicerie associatif qui, donc sous forme d'asso, qui aujourd'hui embauche 2 personnes à mi-temps. Donc, vous voyez, à chaque fois, vous aurez le diaporama et vous pourrez cliquer pour en savoir plus. Ça vous renverra vers le site internet où vous aurez des informations plus détaillées sur les projets. Le troisième cas de figure, où là, on est sur des projets, des porteurs de projets qui peuvent solliciter une collectivité et donc voir comment est-ce que la commune peut réagir à cette prise de contact. Là encore, on a plusieurs retours d'expérience au sein du réseau. L'exemple de Guipel, un café des possibles, où on avait donc trois porteurs de projets qui étaient à la recherche d'un lieu pour développer une activité de bar, épicerie, restauration. Ils se sont rapprochés pour ça de la communauté de communes du Val-d'Ille-Aubigné. Et du coup, le maire de Guipel, qui à l'époque était aussi vice-président à la communauté de communes, leur a proposé de venir voir sur leur commune. Il y avait une ancienne épicerie qui pouvait potentiellement accueillir cette activité. Donc, sur le Café des Possibles, donc, les porteurs de projets sont accueillis à Guipel. Un fort soutien de la municipalité pour réaliser des travaux au sein du café, donc de l'ancienne épicerie, pour qu'ils puissent accueillir la nouvelle activité. Les porteurs de projets avaient pour objectif de créer une SIC, donc une société coopérative d'intérêt collectif, pour développer leur activité. Et donc, pour les soutenir également, la commune a pris des parts à hauteur de 5 000 euros voilà, au sein de la SIC. Isabelle, tu me diras si je me trompe, mais il me semble que la communauté de communes du Val-d'Ille-Aubigné a également pris des parts aujourd'hui au sein de cette SIC. Donc, on a aujourd'hui un projet qui propose à la fois une activité bar, restauration, épicerie, mais aussi une programmation culturelle mensuelle, voilà, qui permet vraiment d'apporter une dynamique au sein du bourg de Guipel. Autre exemple, donc à Arzano, cette fois-ci, un projet sous format associatif, d'épicerie associative. Donc là, les porteurs de projets qui vont solliciter la mairie qui va leur apporter un accompagnement à la fois technique et moral auprès du collectif. Du coup, en les accueillant voilà, à bras ouverts et en essayant de les aider dans la mise en œuvre du projet. Ils leur ont prêté un local pendant 3 mois. Et pour les aider au lancement du projet, la mairie a décidé de leur octroyer une subvention
au moment du lancement d'un montant de 10 000 euros. Et donc, c'est aujourd'hui une épicerie qui continue à se développer, à vivre, puisque elle va notamment fêter ses 10 ans là, en cette fin d'année. Donc là, c'était des projets de commerce. On a aussi des porteurs de projets autres, plutôt avec une dimension économie sociale et solidaire qui peuvent solliciter des collectivités. Et c'est le cas sur la commune du Tréhoux, petite commune du Finistère, où là, c'est une recyclerie qui existait déjà sur un autre territoire et qui a voulu s'implanter du côté du Tréhoux. Donc là, la municipalité a pu les mettre en lien avec un vendeur voilà, d'un foncier sur la commune. Et donc, la vente et l'installation de la recyclerie a pu se faire à cet endroit-là. La mairie a également été présente pour des rendez-vous assez stratégiques avec des financeurs potentiels, par exemple la caisse d'allocation familiale ou des banques ou autres. Et donc, vraiment d'avoir à ce moment-là la présence des élus voilà, était un fort soutien pour les projets. Et ils ont également aidé pour réaliser une zone de stationnement à côté de la recyclerie. Euh, Autre exemple sur un autre type de projet, plutôt ici autour de l'agriculture ou de l'agroécologie, donc sur la commune d'Évran. C'est l'association Cohérence, pour ceux qui connaissent, et le Jardin du Hérisson, où là, la municipalité a aidé, encore une fois, à l'identification d'un lieu et après a soutenu les porteurs de projets sur leurs démarches administratives et de demande d'autorisation d'urbanisme. Donc au final, on voit qu'il y a différents types de soutien que peut apporter une collectivité. On pense souvent au soutien financier dans un premier temps, donc tout ce qui est subvention, si c'est une association ou prise de part possible, si on est sur une structure de type coopératif. Mais aussi, il peut donc y avoir un soutien sur le volet immobilier, donc soit la mise à disposition de locaux ou faire des loyers attractifs ou progressifs le temps qu'une activité se mette en place. Mais ça peut aussi être du soutien sur des moyens humains. Voilà, des aides ponctuelles, par exemple, des agents communaux pour des travaux ou pour aider à mettre en place, à déplacer du matériel ou autre. Ça peut être un soutien moral. On en a parlé aussi précédemment avec le Tréhoux, mais que la collectivité puisse afficher le soutien au projet devant des partenaires potentiels. Ça peut être le PCI, ça peut être des banques, ça peut être des financeurs. Soit en étant présent à des rendez-vous, soit en faisant des fois juste une lettre de soutien ou un courrier de soutien. Ça peut vraiment, voilà, des fois faire basculer les choses en faveur des porteurs de projets. Ça peut être un soutien matériel, du don de matériel, du prêt, de l'aide à l'achat. Là, on a visité récemment le tiers-lieu de Saint-Quay-Perros où les chaises sont en fait des anciennes chaises du conseil municipal. Pour le coup, elles sont sympas et confortables et donc ça habille aujourd'hui une des salles du tiers-lieu. Ça peut être du soutien en termes d'animation ou d'aide à la communication pour l'ouverture ou pour des animations que peuvent mener les porteurs de projets, donc soit dans les bulletins municipaux, auprès des habitants, sur les réseaux sociaux de la commune ou autre. Donc en résumé, dans les trois cas que je vous ai présentés, si on les reprend là dans le petit tableau, donc il y a le premier cas où on va dire que la commune euh, est présent à toutes les étapes, à la fois pour impulser, piloter la conception, piloter la mise en œuvre concrète du projet, le gérer et bah, évidemment le soutenir dans la durée. Le cas numéro 3, où finalement là, la commune a vraiment plus la posture de soutien. Et en fait, ce qui est des fois pas toujours simple à identifier, c'est dans le cas numéro 2. Donc, quand une commune souhaite impulser un projet et derrière en déléguer la gestion, donc on va voir que la collectivité a une forte mobilisation donc, pour impulser le projet, potentiellement pour piloter la conception, donc voilà, encadrer, voir de quelle manière est-ce qu'elle imagine ce lieu et définir les usages ou autres. Et derrière, finalement, pour piloter la mise en œuvre et le gérer, quand la bonne question à se poser, c'est de savoir à quel moment se fait un peu cette forme de passage de témoin lorsqu'on souhaite déléguer la gestion à une autre structure, qu'elle soit associative ou soit en coopérative. Donc le passage de témoin de la collectivité vers les porteurs de projets. Et à ce moment-là, c'est
c'est important de réfléchir et d'anticiper bien en amont la place de chacun. Voilà, quelle est la place de la collectivité, quelle est la place des porteurs de projets, la place des habitants, et quelque part, voilà, quelles sont les responsabilités de chacun aux différentes phases du projet. Alors, il y a aussi d'autres cas qu'on voit se développer au sein du réseau. Là, j'ai en tête un projet de partenariat avec, de tiers-lieux avec un bailleur social à Plouer-sur-Rance. Vous pouvez retrouver les infos sur notre site internet. Et il y a un quatrième cas voilà, où finalement, c'est pas trop, on ne sait pas si c'est la collectivité ou les porteurs de projets, c'est vraiment des cas de figure où la création du tiers-lieu se fait vraiment en synergie et en co-création entre ces deux acteurs. Donc là, je vais vous en présenter deux très rapidement, mais il y en a d'autres. J'ai en tête le projet de Quessoy, donc dans les Côtes d'Armor, où il y avait déjà une association qui organisait des cafés réparations ou des repair cafés sur la commune, qui avait envie de développer potentiellement d'autres activités. La collectivité a eu l'opportunité de faire l'acquisition d'une ancienne quincaillerie, la quincaillerie Job, donc sur la commune. C'était en période Covid, enfin post-Covid, où la commune voyait qu'il y avait plus de difficultés à mobiliser des bénévoles. Il y a une forte dynamique associative sur la commune, mais pour autant, les assos se parlaient pas beaucoup entre elles, il y avait peu de liens. Et du coup, voilà, la commune voulait développer un lieu qui soit vraiment un lieu d'échange aussi entre toutes les assos et les habitants. Donc la commune fait l'acquisition de l'ancienne quincaillerie et elle a décidé derrière de se faire accompagner par un assistant à maîtrise d'ouvrage, un AMO, qui est autre que l'agence Les Petits Ruisseaux, pour ceux qui connaissent, et qui du coup a accompagné la commune dans la définition du projet, dans l'organisation, encore une fois, d'ateliers de co-construction en associant les autres associations du territoire, mais aussi les habitants, voilà, pour définir ce que pourrait être ce futur lieu. Aujourd'hui, donc, c'est un lieu qui, en plus des cafés réparation, accueille une recyclerie, des cafés pour les aidants, des cafés pour les jeunes parents, des animations, voilà, diverses et variées tout au long de l'année. Ils ont aussi fait l'acquisition de 2 triporteurs ça s'appelle Vélo Cosette, pour aller sur le territoire et faire des tours de vélo plutôt à destination des seniors. C'est un projet qui a décroché le label Espace de vie sociale que peut décerner la CAF. Donc là, c'est la CAF des Côtes d'Armor en l'occurrence, et qui permet de financer le poste de l'animatrice à 75%. Autre exemple, sur la commune du Tréhoux, donc là où il y avait la recyclerie, un autre projet, celui donc du lieu Les Orties. On se retrouve encore dans le cas de figure, on a un bar, restaurant, épicerie qui connaît des gérants successifs et ça ne fonctionne pas, ça finit par fermer. Pas évident dans les petites communes de maintenir une dynamique commerciale. Et donc, la nouvelle équipe municipale élue décide vraiment avec tout un groupe d'habitants de se retrousser les manches et de se dire, bon, comment est-ce qu'on peut faire pour que notre seul commerce puisse vraiment vivre et fonctionner. Ils sont accompagnés par le TAC 29, qui est un accompagnement proposé par, on va dire, l'écosystème ESS piloté par la CRES. Il y a un TAC dans chaque département breton. Et l'Union régionale des SCOP. Voilà, pour voir comment monter ce projet en lien avec les habitants. Et donc aujourd'hui, il y a une SIC, donc Société coopérative d'intérêt collectif, qui existe pour la partie bistrot-épicerie et qui salarie 2 personnes. Et derrière, le groupe d'habitants aussi qui a participé au montage du projet a créé une association qui gère tout le volet animation et animation culturelle, etc. Donc voilà, c'est preuve aussi que dans des petites communes comme ça, des lieux arrivent à se maintenir. Les différents cas de figure qu'on a pu observer au sein du réseau et de tous ces différents retours d'expérience, voilà, on en a sorti un peu. Alors, c'est pas exhaustif, évidemment, il y a potentiellement plus d'étapes, mais dans les principales étapes d'une démarche de projet,
Voilà, quelques clés de réussite à bien avoir en tête. Donc, au moment de la construction du projet, voilà, les premières réflexions, quand on commence à penser le projet, important de bien identifier les besoins et les envies de la population. Ça peut se faire à travers des enquêtes, d'ateliers participatifs, on l'a vu à travers les différents retours d'expérience. Euh, Important également de bien définir les objectifs du projet et les valeurs partagées, un lieu de convivialité, de solidarité, etc. Mais voilà, bien définir les objectifs à la fois par les élus et les habitants. Et c'est intéressant de présenter et de valider ces objectifs en conseil municipal pour qu'ils soient bien partagés par l'ensemble de l'équipe d'élus. Et derrière, pour pouvoir avancer, développer le projet plus facilement parce qu'il aura bien été partagé dès le début. Intéressant également d'aller visiter des projets similaires et de rencontrer les élus qui les ont portés, voilà, pour comprendre comment ils ont fait étape par étape. Là, je vous ai remis l'exemple de la commune de Bressay en Ille-et-Vilaine, qui, pour faire un peu cette étape-là, d'identifier les besoins, les envies de la population, visiter de projets, on fait appel à un stagiaire en master en économie sociale et solidaire. Il est resté 6 ou 9 mois de mémoire. Et donc, il a fait finalement un peu tout ce travail-là qui aboutit au lancement d'un appel à projet donc pour trouver des porteurs de projets, voilà, pour reprendre une épicerie qui est devenue une épicerie associative. Donc, il y a d'autres soutiens possibles. Donc là, le stagiaire, ça peut être aussi des groupes d'étudiants, ça peut être donc des bureaux d'études. Donc, on l'a vu comme des architectes, comme c'est le cas à Gauvin, l'agence de AMO sur la commune de Quessoy. Il y a encore d'autres soutiens possibles, notamment via l'Agence nationale de la cohésion des territoires, l'ANCT, qui peut soutenir des tiers-lieux, notamment pour les petites communes. La phase de construction du projet, c'est important de penser le projet en synergie avec les autres acteurs de la commune ou autres activités. Donc, c'est important d'aller voir, par exemple, la bibliothèque, les autres commerces, les autres assos, le CCAS, pour voilà, présenter le projet, imaginer les futurs usages et notamment être sûr aussi que le projet ne fasse pas concurrence avec d'autres activités de la commune et agisse bien en complémentarité. Imaginez une diversité d'usages et d'activités, notamment en milieu rural, pour pouvoir toucher un maximum de population, voilà, tant des personnes âgées que des jeunes. Et c'est vrai que des fois, d'avoir, par exemple, une simple épicerie ou juste un bar, ben, ça facilite pas. Et d'avoir du coup voilà, une diversité d'usages et d'activités, ça permet d'ouvrir un maximum. Milieu rural aussi, penser à l'accès Internet, c'est tout bête, mais c'est important. Réfléchir très tôt à la gouvernance du lieu. Quelle gestion, quelle animation, quelle application des habitants on imagine pour ce lieu-là. Intégrer aussi la notion de modèle économique dès le début, notamment si on envisage de créer des emplois salariés, donc pour les pérenniser au mieux derrière. Donc voilà, réfléchir, est-ce qu'il y aura des loyers à payer, des salaires, est-ce qu'il y a de l'investissement, est-ce qu'on imagine faire de la vente de produits ou pas, quelles subventions et donc quelle rentabilité à terme. Réfléchir dès le début au statut. On a vu que ben, voilà, si on est en association ou en SIC, on ne peut pas prétendre au même type derrière de soutien. Potentiellement réfléchir dès le début aussi sur la capacité à faire évoluer le modèle. Là, j'ai en tête donc le projet de Saint-Quay-Perros où ils ont prévu des cloisons évolutives dans le sens où ils se sont dit, bah, ça se trouve, on aura besoin de plus de place un jour et on aura besoin de faire bouger les cloisons. Et du coup, ils ont fait une dalle vraiment uniforme et ils ont fait les cloisons après coup. Comme ça, s'ils ont besoin de bouger les cloisons, et ben, ils ne seront pas embêtés avec une rupture au niveau de la dalle. C'est tout bête, mais voilà, au moins, ils ne seront pas embêtés avec ça et ça, il aura fallu le penser dès le début. Un petit point d'attention aussi, quand on construit un projet, voilà, on peut avoir
envie de faire beaucoup d'usages et d'activités différentes, peut-être parce qu'on a consulté la population et qu'il y a plein d'idées qui fusent dans tous les sens. Donc ça peut être très motivant, mais attention aussi à savoir se recentrer et à ne pas partir dans tous les sens. Et d'une manière générale, penser à comment impliquer, faire de l'interconnaissance entre les plus jeunes, les plus anciens, peut-être des natifs de la commune et des personnes plus récemment arrivées, voilà, pour mixer un maximum la population. Ça peut être intéressant de tester le projet. On l'a vu avec le tiers-lieu itinérant à Saint-Armel. Il y a d'autres communes qui l'ont testé, notamment la commune de Pensée, qui avait un projet de café associatif et qui ont décidé de d'abord tester l'activité dans un ancien restaurant, voilà, pour voir si ça fonctionnait, si ça prenait au niveau des habitants. Ils ont vu que ça fonctionnait bien et donc derrière, ils avaient un projet en cœur de bourg où ils ont décidé de construire un nouveau local dédié pour ce café associatif. Et dans la phase, on va dire, pour faire vivre le projet, c'est important de favoriser l'appropriation du lieu par les futurs usagers. Donc voilà, de proposer un lieu convivial, ouvert à tous, où on se sent bien. Là, je vous ai mis une photo du tiers-lieu de Saint-Quay-Perros où c'est les usagers qui, à travers des chantiers participatifs, ont créé tout le mobilier, les étagères, voilà, la décoration. Et ça permet vraiment voilà, de faire du lien entre les futurs usagers et puis de faire un lieu à son image. Intéressant aussi d'organiser les conditions du bouillonnement d'idées via des boîtes à idées, en sollicitant les habitants pour voir s'ils souhaiteraient proposer des activités ou des choses qu'ils imagineraient dans le lieu. Et derrière ça, éviter qu'on ait juste des usagers, on va dire consommateurs de services, mais que ce soit bien un lieu voilà, où chacun puisse faire émerger des actions. Voilà, pensez aussi de quelle manière ouvrir, fermer le lieu. Certains mettent en place des systèmes de boîte à clés ou autres pour éviter de créer une dépense supplémentaire. Un petit point d'attention pour bien trouver l'équilibre entre des activités à fort rapport social et culturel, voilà, des animations, des activités, bricolage ou autres, mais qui des fois prennent beaucoup de temps et d'énergie et vont pas générer beaucoup de rentrées financières. Versus d'autres activités qui vont des fois être plus rentables, mais où la dynamique sociale ou culturelle sera moins importante. Et donc, voilà, d'essayer de bien trouver l'équilibre entre les deux pour favoriser la pérennisation du lieu. Une dernière slide où j'ai essayé de reprendre les acteurs qui peuvent vous accompagner. Alors, ce n'est pas exhaustif, mais c'est les principaux qu'on a vus au sein du réseau. Donc, sur tout ce qui est mise en réseau, visiter des projets, voilà, c'est toujours intéressant d'aller voir ce qui se fait ailleurs pour prendre les bonnes idées, éviter de reproduire les écueils. Donc, évidemment, il y a Brudette qui peut vous accompagner là-dessus, mais également l'association Bretagne Tiers-Lieu. Sur tout ce qui est la définition des besoins, des usages du tiers-lieu, la gouvernance, le modèle économique. Donc là, on a vu qu'il pouvait y avoir plusieurs acteurs aux côtés des communes. C'est intéressant de vous rapprocher soit de votre pôle ESS local, pôle d'économie sociale et solidaire, puisqu'ils peuvent proposer des dispositifs pour accompagner à la fois les communes ou les porteurs de projets. Il y a l'ANCT, donc l'Agence nationale pour la cohésion des territoires, qui propose des dispositifs d'aide aux petites communes. Notamment des marchés à bon de commande, et donc ils font appel à des professionnels pour accompagner les communes, et donc c'est pris en charge par la NCT. Ça peut aussi être des étudiants ou des stagiaires, on l'a vu dans certains exemples. Des bureaux d'études ou des structures accompagnatrices type AMO, cabinet de conseil, voilà, qui peuvent vraiment avoir un regard extérieur et ça peut être intéressant pour animer des démarches auprès des habitants, des associations, voilà, que ce ne soit pas toujours les élus qui soient à la manœuvre, mais d'avoir quelqu'un d'extérieur.
De mémoire, là, sur les petits ruisseaux à Quessoy, c'était un montant de moins de 5 000 € pour la partie sur le tiers-lieu de l'Incacaillerie Job. Donc voilà, pour animer un certain nombre de réunions et produire un rapport in fine. Selon les territoires, et n'hésitez pas à vous rapprocher soit de votre agence départementale si vous êtes en Ille-et-Vilaine. Voilà, le département a plusieurs antennes, donc agence départementale avec des professionnels qui peuvent vous aider. Le tiers-lieu de Saint-Maudé, voilà, notamment fait appel au département et a eu un fort soutien dans ce sens-là. Ça peut aussi être les CAUE ou autres acteurs selon les territoires. Et encore une fois, Bretagne Tiers-Lieu qui est un acteur intéressant à solliciter. Et enfin, pour identifier des porteurs de projets, là encore, Bretagne Tiers-Lieu, vu qu'ils accompagnent aussi des porteurs de projets, donc ça peut être intéressant de les solliciter. Ça peut être via un appel à projet ou un appel à manifestation d'intérêt, comme on l'a vu à Saint-Sulpice ou sur d'autres communes. Ça peut être via la presse. Ça peut être aussi via la communauté de communes ou votre EPCI, leur site internet ou le bulletin papier qu'ils envoient voilà, à la population. Et dans tous les cas, se rapprocher de votre pôle d'économie sociale et solidaire, ça peut être intéressant aussi. Enfin, une phrase pour conclure, je vous ai remis celle de Emmanuelle Nicolas, qui est conseillère au Tréhou. Donc, vous vous souvenez, cette petite commune où il y a à la fois le projet donc des orties et la recyclerie Ribine également. Ça montre qu'un lieu peut fonctionner même sur une commune de moins de 700 habitants. Et là, elle mettait en avant l'intérêt d'avoir à la fois une SIC pour le fonctionnement des orties, donc la partie bar, épicerie, et l'association à côté qui organise les événements culturels et festifs. Et finalement, c'est vraiment cette collaboration entre les deux structures qui permet aussi que le projet fonctionne bien.